Merci beaucoup, Madame. Je vous remercie pour l'invitation de parler aujourd'hui à cette audience. Et je félicite Agnès, Fabien et votre équipe pour l'annonce du plan cancer pour la France. Première diapo. On m'a demandé de parler de la génomique et des collaborations de partenariat international. Le projet Génome humain a été le premier des grands projets de collaboration internationale en génomique. Ça a pris 10 ans pour séquencer le génome humain, les 3 milliards de lettres A, C, G et T. Et même quand on a fini ce projet-là, au bout de 10 ans, on ne savait toujours pas comment interpréter le génome et on apprend toujours comment faire cette interprétation. Beaucoup des projets dans les années qui ont suivi ont continué à travailler en équipe internationale, des équipes de tous les pays, mais en général participent à ces projets-là. C'est très important de comparer les données de différents groupes. Et pour le cancer, vous allez voir, c'est très important de comparer même une tumeur qu'on voit qui est similaire en dessous d'un microscope, quand on est en Asie ou à Toronto, peut être différente à cause des changements d'exposition, par exemple, aux carcinogènes. Donc, c'est très important d'apprendre en consortium. On a fait des consortiums pour comprendre la variation génétique humaine, comme le projet HapMap. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler du International Cancer Genome Consortium et d'un nouveau consortium qu'on n'a même pas encore de logo, mais c'est le consortium sur le Big Data, quoi faire avec les données massives qui sont produites pour accélérer nos connaissances. Donc, j'ai débuté au projet à MIT au début des années 90 sur le projet Génome humain. Puis les 5 premières années, on ne savait même pas comment on serait capable de séquencer le génome. On a développé des technologies, on a développé des cartes. Ici, j'ai développé un robot qui faisait un grand nombre de réactions de PCR. On a appris à être audacieux, s'établir des objectifs très audacieux, développer des équipes multidisciplinaires. On a dit plutôt en physique, en mathématiques, en informatique, en éthique, pour être capable de mener ces projets. Bâtir des équipes solides, mais souvent même des équipes de production. Ce n'est pas traditionnel dans le domaine scientifique, mais avoir vraiment des équipes de production quand il s'agit de développer de très grands nombres de données, des milliers de données sur chaque échantillon, puis on veut étudier des milliers d'échantillons. J'ai parlé de l'importance des collaborations internationales déjà. Et aussi, on a appris avec le projet Génome humain que la majorité des découvertes qui sont pertinentes pour le public ont été découvertes par les équipes de recherche à travers le monde qui accèdent aux données, mais qui l'étudient sur un projet particulier, une maladie pédiatrique ou un cancer. Donc, partager rapidement les données de ces consortiums avec la communauté scientifique est très importante. Donc, je ne vais pas parler de tous les développements technologiques, mais la machine que vous voyez en haut à gauche, ça peut séquencer un génome en une semaine. Ce qui nous avait pris 10 ans à plusieurs équipes peut se faire en une semaine avec une machine. Puis il y a des milliers de ces machines-là à travers le monde qui séquencent les génomes maintenant toutes les semaines. Je vais vous parler particulièrement du cancer, mais ça peut être utilisé pour les maladies infectieuses, les maladies pédiatriques. On parle de nouvelles technologies d'ici quelques années, comme les machines qui ont la grandeur d'une puce, qui est capable de séquencer un génome en 15 minutes. Je le crois parce que c'est la vitesse à laquelle les technologies se développent. On utilise ces mêmes machines pour pas seulement étudier les lettres du génome ACGT, mais des modifications chimiques de ces lettres-là. On appelle ça l'épigénétique ou l'épigénome. Mais ces modifications sont très importantes pour comprendre qui sont utilisés dans la cellule pour décider quand est-ce qu'un gène va être exprimé, dans quel tissu ou dans quel temps de développement. Ce sont des modifications qui sont très importantes, qui sont utilisées par les cellules cancéreuses dans leur développement. Alors, quand j'ai fait mon cours de médecine à Montréal, il y a 25 ans, on apprenait qu'il y avait 23 paires de chromosomes dans chaque cellule, 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, etc. Mais quand on regarde en dessous du microscope pour regarder les chromosomes de cancer, on voit toujours beaucoup d'anomalies, même au niveau des chromosomes. Donc, vous voyez un chromosome ici, il y a 3 chromosomes 1, ça c'est un karyotype d'une cellule cancéreuse, 3 chromosomes 1, 6 chromosomes 2, etc. Donc, on peut voir beaucoup d'anomalies génomiques. Et des fois, on peut voir 2 chromosomes qui
rapièce. On appelle ça les translocations. Je vais revenir là-dessus plus tard. Mais il y a plusieurs formes de modifications. Depuis qu'on est capable de séquencer un génome du cancer, le premier a été séquencé en 2008, on voit qu'il y a des milliers, mais parfois même des millions de mutations dans la cellule cancéreuse qui n'est pas dans le génome de la personne qui a ce même cancer. Particulièrement les cancers où il y a beaucoup de carcinogènes, comme le tabagisme, on peut voir des fois des centaines de millions de mutations parce que la personne, le cancer, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, est exposé de façon répétée à un carcinogène. On peut voir beaucoup de mutations. Même avant d'avoir séquencé le projet, séquencer le premier génome de cancer, on savait que les technologies nous permettraient de le faire et on a développé une stratégie. C'est encore une stratégie qui a été développée par beaucoup d'experts à travers le monde pour être capable de séquencer un grand nombre de cancers. Le consortium ICGC veut séquencer 25 000 tumeurs, plus 25 000 cellules normales du même individu pour faire un répertoire de toutes les mutations communes qui causent le cancer à travers le monde. Comme je vous ai dit, on a développé des stratégies au point de vue de consentement éclairé, partage des données, des développements de bases de données particulières pour ces projets-ci, aussi d'autres groupes d'études sur les technologies elles-mêmes. On continue à travailler en équipe parce que, comme je vous ai dit, les technologies continuent de s'avancer, puis on découvre des nouvelles façons d'analyser les données tous les jours, puis on essaie d'intégrer ces domaines-là, ces informations-là, les technologies, à mesure que le consortium avance. Donc, le ICGC veut séquencer 25 000 tumeurs. C'est vraiment 50 projets, en tout cas comme but qu'on s'est donné en 2008, 50 projets de différents types de cancers à travers le monde et séquencer 500 tumeurs pour chacune de ces types de cancers pour être capable d'avoir assez de répertorier suffisamment d'échantillons pour être capable d'avoir le répertoire de mutations. On regarde le génome, on regarde l'épigénome, on regarde le transcriptome, donc quels gènes sont exprimés. On met toutes ces données-là dans le domaine public pour accélérer les découvertes par la communauté scientifique. Notre premier papier était dans Nature, qu'on a décrit le ICGC, mais depuis ce temps, chacun des projets ont publié plusieurs fois. On a des centaines de papiers dans Nature, Science et d'autres journaux qui décrivent les répertoires de mutations dans différents types de cancers. Avec le financement qui dépasse presque 1 milliard d'investissements par les différents pays du monde pour faire ces projets-là, on était capable de trouver du financement pour faire les 25 000 tumeurs, amener d'autres pays. Actuellement, on étudie 71 projets à travers le monde, donc on dépasse nos objectifs de 50 types de cancers. Parfois, on étudie le même cancer, mais à différentes parties du monde. Par exemple, la France, l'INCa, depuis le début, subventionne un projet sur le cancer du foie qui est dû à l'alcool et à l'adiposité. Et au Japon, on a un cancer du foie qui est dû au virus, avec hépatite B et C. Ça nous permet de comparer différentes sortes de carcinogènes et voir qu'est-ce que ça amène en termes de phénotype, des référentiothérapies, etc. La France, l'INCa supporte beaucoup d'autres projets, je ne vais pas tous les nommer, mais un cancer le rétinoblastome, un cancer pédiatrique qui a été un projet commencé plus récemment, cancer du sein, qui travaille aussi avec un consortium européen et britannique. Et finalement, la Commission européenne subventionne un projet sur le cancer du rein. Vous avez présenté une diapo, Dr. Weil, sur ce projet-là, qui a découvert un nouveau type de signature de mutation chez des gens avec cancer du rein en Roumanie. Les données sont énormes. Elles sont contenues dans les plus grandes bases de données à travers le monde, mais c'est invisible pour l'utilisateur. L'utilisateur va sur un portail Internet qui est à Toronto. On a aussi une copie à Barcelone, une copie au Japon, qui permet les chercheurs d'aller faire des questions, des fois sur seulement un gène, des fois sur seulement un génome, des fois sur l'ensemble des génomes qui sont là-dessus, qui sont sur le site Web à travers le monde pour être capable d'avoir plus d'informations. Donc, ça, c'est les données qui sont disponibles dans le domaine public. Aujourd'hui, on annonce qu'on a dépassé les 10 000 cancers, les 10 000 cancers de génome, génome de cancer du consortium, qui vient des différentes équipes que je vous ai montrées auparavant. On a découvert beaucoup de choses à date, et puis je n'ai pas le temps de donner l'ensemble des découvertes, mais on a découvert des nouveaux processus importants
dans la croissance, le développement d'une cellule cancéreuse. Par exemple, les cellules cancéreuses peuvent avoir un métabolisme accéléré. Puis c'est certaines mutations dans les gènes comme IDH1 qui peuvent augmenter le métabolisme, qui permet à la cellule de croître plus rapidement. On a trouvé beaucoup d'anomalies dans l'épigénome, des modifications chimiques, des gènes qui sont importants pour le contrôle de l'épigénome, des mutations qui amènent, en général, des mutations qui sont très précoces dans le développement d'un cancer, qui ont souvent un prognostic qui est moins bon, mais aussi des nouvelles possibilités de développement de thérapies ciblées. Le taux de mutation varie beaucoup entre les différentes formes de cancer. En général, certaines leucémies, les cancers pédiatriques, des fois, on retrouve seulement une centaine ou un millier de mutations, tandis qu'il y a d'autres mutations, comme le cancer du poumon, on trouve souvent, dans une tumeur, 100 000 et plus de mutations. Encore une fois, dès qu'il y a l'exposition à des carcinogènes, en général, on voit beaucoup de mutations dans ces cancers-là. On parle d'une cigarette, 10 cigarettes pour une mutation. Si on divise le nombre de cigarettes qu'une personne a atteint par le nombre de mutations, le ratio est environ 10. Et on a le point 4 et 5 ici, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Hétérogénéité veut dire que différents patients avec la même maladie, même sorte de tumeur, on trouve différentes mutations dans leur tumeur. Et même chez le même patient, quand il y a plusieurs lésions, les métastases, on peut voir qu'il y a une évolution des génomes et qu'il y a une nouvelle mutation dans les métastases qui explique des fois pourquoi il y a une résistance à certains médicaments. Il y a un film anglais qui s'appelle, aux États-Unis, The Perfect Storm. Je ne savais pas comment traduire, mais c'est quand il y a beaucoup de conditions favorables à quelque chose. Ici, les conditions sont favorables pour la médecine personnalisée. Je vous ai montré les technologies qui avancent de façon rapide, les répertoires de mutations qui aussi augmentent très rapidement, mais aussi le développement de thérapies ciblées est très important pour amener ça à la clinique. Il ne faut pas seulement être capable de faire l'analyse de mutations, mais être capable d'utiliser l'information pour un patient. Donc, je vais montrer ici la vitesse à laquelle on développe une thérapie ciblée. Celle qu'on connaît le plus, la première, c'est le Gleevec. La mutation a été découverte dans les années 60. C'est quand il y a une translocation de chromosomes 9 et 22 qui crée un nouveau gène qui est un facteur de croissance pour certains patients avec une forme de leucémie. Et ça a pris 41 ans pour développer un inhibiteur de ce gène, de cette protéine de fusion, et on peut mettre les patients en rémission pendant des années avec un seul médicament. D'autres thérapies ciblées comme Herceptin. Herceptin, c'est un gène qui est amplifié dans le génome des cancers du sein. 15% des femmes avec cancer du sein ont cette mutation. Si on donne l'inhibiteur du facteur de croissance qui est amplifié, on peut améliorer la survie de ces 15% de femmes qui ont cette mutation-là. C'est ciblé parce que si les femmes n'ont pas cette mutation-là, on ne donne pas le médicament parce qu'il ne fonctionne pas. Au fond, je regarde ALK inhibition, donc une mutation découverte en 2007. Et en 2010, on avait déjà un essai clinique qui a démontré que l'utilisation d'un inhibiteur chez les 3% des gens avec cancer du poumon avec cette mutation-là sont améliorés et il y a une approbation pour FDA. Donc, le temps pour développer une thérapie ciblée a accéléré. Ici, il y a une liste de médicaments qui existent pour les thérapies ciblées. Ce n'est pas un grand nombre. On en a environ une vingtaine qui sont accessibles aujourd'hui, mais il y en a des centaines en développement. Pour un chercheur en génomique, je trouve ça toujours un peu particulier qu'on associe souvent une mutation avec une forme de cancer. Par exemple, les mutations BRAF, on associe ça avec le mélanome. Mais comme un chercheur en génomique, quand j'étudie beaucoup de types de cancers, toutes ces mutations-là, on les voit dans plusieurs formes de cancer. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne le traitement seulement avec quelqu'un qui a une mutation qui a le mélanome? Si on trouve cette mutation-là dans un autre type de cancer, est-ce important? Donc, ça ici, seulement pour démontrer, je n'ai pas de pointeur, c'est assez difficile, mais que la majorité des mutations pour les thérapies ciblées qui existent, ces mutations-là existent dans tous les types de cancers qu'on regarde. Comme le BRAF, en pourpre, on peut voir qu'il y a 40% des gens qui ont une mutation de BRAF, mais tous les autres cancers qu'on regarde, on trouve de 3 à 10% des gens qui ont une mutation. Donc, possiblement des gens qui pourraient répondre à ces traitements. Donc, on est rendu depuis 3-4 ans à faire des essais cliniques
de stratégies pour faire un diagnostic moléculaire, regarder l'ensemble des mutations pour lesquelles il y a des thérapies ciblées. Et même si un patient a une mutation, mais qui n'est pas l'organe d'origine pour lequel il y a une approbation, on est capable, dans le contexte d'essai clinique, de donner des médicaments et un médicament qui est ciblé, donc qui est le choix du médicament sur la mutation et non sur l'organe. Et on peut voir que des gens qui répondent avec les mutations, avec une bonne thérapie ciblée, peuvent répondre pour plusieurs types d'organes. Donc, il y a des essais cliniques au Canada, l'étude d'impact en France, l'étude Saphir, l'étude Winter, d'autres essais ailleurs dans le monde en train de développer. Ce qui est un peu, qui peut effrayer un peu certains des chercheurs, c'est que c'est qu'on voit que toutes ces études-là semblent être indépendantes l'une de l'autre. Chaque étude a ses cliniciens, ses pathologistes qui établissent ses règles du jeu, établit quels gènes qui vont être regardés. Même la nomenclature génétique est différente, ce qui peut être difficile à comparer les résultats d'une étude à l'autre. Le défi est encore amplifié parce que les données sont immenses. Actuellement, l'ICGC, c'est le plus grand programme à travers le monde en génomique et il y a presque plus de place dans les grandes bases de données pour stocker les données produites par l'ICGC. On a besoin de nouvelles solutions. Donc, je parle des solutions de big data. On regarde des nouveaux modèles de gérer les données. Donc, les générer, mais le problème, ce n'est pas seulement la quantité de données, c'est le manque d'équivalence, de calibration de les différentes études. Donc, c'est important d'être capable de répondre à ce défi. C'est important parce que si je trouve à Toronto une femme avec une mutation dans le gène AKT, qui a un cancer de l'ovaire, ça pourrait me prendre 5 ans avant de voir dans notre étude une autre patiente qui a la même mutation, le même profil. Mais s'il y avait une autre patiente à New York, à Paris ou à Tokyo qui avait les mêmes mutations, le même profil génétique, on donne les mêmes médicaments, on pourrait s'apercevoir plus rapidement qu'il y a une réponse thérapeutique ou non. Donc, le cancer, quand on parle de médecine personnalisée, c'est vraiment des grandes différences dans chaque profil moléculaire de chaque patient. Et c'est très hétérogène, donc c'est important d'avoir une collaboration internationale pour être capable d'apprendre à qui donner quel traitement. Donc, pour relever le défi, c'est important de développer des standards informatiques, de trouver des nouvelles outils, de développer des nouvelles outils. Nous sommes un petit peu en retard, pardonnez-moi de raccourcir. Voilà. OK, sans conclusion. On a un consortium en développement là-dessus. Donc, les percées technologiques en génomique et en épigénétique permettent aux chercheurs d'avoir une meilleure compréhension de la biologie du cancer, des phénomènes de résistance au traitement et de mettre au point des nouveaux biomarqueurs et d'ouvrir le développement de nouvelles thérapies ciblées. L'importance de ces consortiums-là de mettre beaucoup de données à la disposition des chercheurs de la communauté de recherche scientifique. Il faut développer des nouveaux outils au point de vue informatique pour le stockage des données et le partage des données. Et finalement, il faut tout cela pour accélérer les progrès en biomédecine. Merci.